Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine. James Langlois. Bonne année, Simon. Peux-tu encore se le dire? On a le droit encore. C'est la première fois qu'on est ensemble à C'est l'émission. jusqu'au 17 janvier. OK, disons ça. Le 17. Et vous entendez Benjamin Boivin. Bonjour Benjamin. Bonjour Simon, bonne année. Bonne année à toi. Et Laurence Godin-Tremblay. Salut Simon. Alors, salut Laurence. Et je vous pose la question cette année, justement. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste pour 2025? Quels sont, selon vous, là, les grands événements auxquels on peut s'attendre? Moi, je suis un pessimiste optimiste parce que je pense qu'on est dans une vallée de larmes. En même temps, on est pèlerin de l'espérance. Okay. Non, mais je dis ça parce que c'est le thème. Dans 2025, l'Église a déclaré un grand jubilé. Donc, c'est une grande fête, une année festive pour souligner un peu le pardon, la gratuité de l'amour de Dieu aussi pour nous. Donc, moi, je suis plein de joie pour cette année-là. Et ce que j'attends le plus, c'est le film de Terrence Malick sur la vie de Jésus. Qu'on devrait voir cette année, je l'espère. Intéressant. Denis Villeneuve aussi qui va sortir un film sur Cléopâtre. Ça risque d'être intéressant. Toi, Benjamin? Moi, je suis très optimiste cette année. On va probablement avoir 2 premiers ministres nouveaux dans l'année. Moi, j'aime les élections. Là. Il y a une course à la chefferie au Parti libéral. Il va sûrement avoir une élection qui va défaire ce nouveau chef du Parti libéral. Donc, ça va être bien excitant. J'aime bien ça. Intéressant. Et puis, toi, Laurence? Optimiste aussi. Là. On est comme ça au Verbe. Donc, moi, quand ça va mal, ça va bien. Parce que si ça va mal, ça va nous faire des sujets d'actualité. À part tout ce qui va mal, tout va bien. C'est ça. Ouais, là, tu m'as perdu. Mais ouais, fait que ça, je suis vraiment contente. Là, c'est ça. Si ça va mal, ça va nous faire quelque chose de quoi on va pouvoir parler, mais toujours avec espérance, parce que, bon, on est comme ça. Puis l'événement que j'attends, moi, j'aimerais ça déménager, là, c'est bien personnel. À Charlesbourg, si quelqu'un a une maison à donner ou à vendre, pas cher. Mais j'abonde un peu dans ton sens, Laurence. Quand ça va mal, ça va bien dans le sens que j'ai vu récemment qu'il y a une augmentation de 22 % des ventes de Bibles aux États-Unis. Un peu parce que ça va mal, j'ai l'impression, mais c'est intéressant que les gens souhaitent de plus en plus redécouvrir le christianisme par la lecture de la Bible. Pour moi, ça, c'est quand même un signe positif dans la culture actuelle. Cette semaine, nous discuterons ensemble dans la prochaine demi-heure de la proposition, disons, saugrenue, je pense que j'ai le droit de dire ça, de Donald Trump de faire du Canada le 51e État américain. L'unification des pays est-elle souhaitable? Nous entendrons aussi l'édito de Laurence Godin-Tremblay sur le nouveau documentaire « L'homme qui voulait être éternel ». Donc là, ce sera peut-être la femme dans ce cas-ci. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec le changement d'air politique que nous sommes en train de vivre au Canada. La démission du premier ministre Justin Trudeau annonce la fin non pas juste d'un chef, mais d'une ère politique au Canada. Benjamin Boivin, quel bilan peut-on faire du passage de Justin Trudeau au pouvoir? Évidemment, on pourrait dire bien des choses. C'est quand même presque 10 ans au pouvoir d'un premier ministre qui a quand même changé beaucoup de choses. En politique canadienne, on est habitué jusqu'à un certain point à avoir des politiciens qui sont assez gris, assez plats, qui souvent ne changent pas beaucoup les choses. On est dans la gestion de la continuité. Avec M. Trudeau, on a vraiment eu une politique hyper communicative, une politique où le gouvernement se faisait... C'est ça. Il y avait une ambition de communiquer et de montrer de l'activisme de la part du gouvernement canadien qui s'est traduit par des politiques progressistes, souvent à l'avant-garde de la société canadienne. Donc, des politiques sur les questions migratoires, sur les questions d'identité de genre et de sexualité, des politiques sur, par exemple, la légalisation du cannabis, qui étaient toutes finalement assez encouragées par une certaine élite médiatique que le premier ministre Justin Trudeau a cherché à séduire pendant plusieurs années. Cette même élite médiatique qui l'a beaucoup encouragé dans les premiers temps. On se souvient, lorsque le premier ministre est arrivé au pouvoir en 2015, on a assisté à un peu un chant de sirène médiatique, là, comme on en voit assez peu souvent dans la politique canadienne. Peut-être même certains journalistes admettraient aujourd'hui un manque de discernement ou de critique à son égard. Et vraiment, c'est cette image de politicien progressiste, presque finalement aussi comme une figure anti-Trump. M. Trump est arrivé au pouvoir environ un an et demi après l'arrivée de M. Trudeau au pouvoir au Canada. Et les deux ont représenté à l'échelle internationale 2 mouvements complètement différents. Un progressiste comme celui de Justin Trudeau, hérité d'une vision qui était portée auparavant aux États-Unis par Barack Obama. Vraiment, là, la perspective des méthodes ensoleillées, de la confiance dans l'avenir. Vraiment, parfois, un optimisme qui est un peu naïf. On se souvient de M. Trudeau qui justifie ses politiques progressistes en citant simplement l'année du calendrier. On est en 2015, il faut le faire. Et puis de l'autre, une politique plus populiste contre les élites, qui a bien représenté M. Trump. Et ça a été, je pense, à bien des égards, 2 grands champions de ces visions en compétition. Barack Obama n'a pas dansé en costume, par exemple.
Non, Barack Obama a fait bien des choses, mais pas celle-là. C'était aussi le premier ministre du Canada à utiliser massivement les réseaux sociaux. On l'a même un peu critiqué pour faire un peu trop de selfies. C'est un point tournant en politique que cette ère de la dernière décennie où là, c'est plus seulement les grands médias qui déterminent la politique, mais aussi les monsieur, madame, tout le monde à travers les médias sociaux. Oui, puis il y a une mise en scène, vraiment. M. Trudeau a enseigné le théâtre à l'école dans une autre vie. Et il y a vraiment comme une mise en scène de son existence, de sa famille, là, pour le meilleur et pour le pire. Une mise en scène qui a vraiment servi à mettre le Canada sur la carte du monde. On a beaucoup plus parlé, je pense, du Canada dans la dernière décennie qu'on en avait parlé dans les années précédentes. Parce qu'évidemment, M. Trudeau, notamment du fait de son apparence, mais aussi de son discours, tenait, jouait un rôle là, de figure de proue d'un mouvement progressiste que probablement beaucoup s'ennuient aujourd'hui. Beaucoup de progressistes dans le monde vont probablement s'inquiéter ou se désoler du départ de M. Trudeau. Penses-tu que d'une certaine manière, il a perdu le rythme par rapport aux communications? Parce que je remarque en fait que là, ce qui fonctionne dans les communications pour les politiciens, c'est les longs balados. Là, Donald Trump, on dit que notamment sa présence à de longs balados comme Joe Rogan a émoussé sa popularité. Mais le problème avec Justin Trudeau, je pense, quand il fait long, c'est qu'il y a une certaine vacuité là, qui se dégage de ses propos. Là. Donc là, c'est comme un code de communication qu'il ne maîtrise pas. C'est vrai qu'il y a eu un changement dans les codes de communication attendus là, dans les 10 dernières années, puis M. Trudeau semble ne pas s'être bien adapté à ces changements-là. Tandis que évidemment. Pierre Poilievre semble s'adapter, justement. Mais quand même, il acceptait de participer à des émissions de télé ou même certains, je dirais, trucs sur le web là, qui étaient plus cocasses. Mais C'est pour, ça, mais être, plus pour être ludique. vu tout le Plus temps, mais ludique. pas pour livrer un contenu. Oui, souvent des Non. émissions qui sont d'un niveau qui sont assez légères ou Oui, on a beaucoup vu sa comique. personnalité un peu frivole et beaucoup moins la profondeur du discours qu'on pourrait espérer d'un chef d'État. Benjamin, en 2015, parce que c'était 2015, c'était le temps de Trudeau, mais là, on dirait que parce que c'est 2025, soudainement, plus personne n'a voulu Trudeau, alors qu'il était légitimement en poste encore pour plusieurs mois. Il a décidé volontairement de partir. Qu'est-ce qui explique là, ce changement soudain de l'opinion publique, la chute quand même extrêmement rapide de Trudeau? Bien, on pourrait dire d'une certaine manière que ce qui a expliqué sa montée en puissance, c'est la même chose qui explique sa chute aujourd'hui. C'est de tout mettre dans la communication, la représentation, dépendre des médias sociaux pour rejoindre la population à partir d'une identité qui nous est propre. Bien, c'est se mettre à la disposition des médias lorsque la situation devient un peu compliquée. Et pour une diversité de raisons, dans les derniers mois, probablement liées à l'effet des sondages, à la lassitude généralisée dans une démocratie libérale qui vient là, après 2 mandats au pouvoir, 10 ans au pouvoir, l'économie qui n'est pas très bonne aussi au Canada, en tout cas, plusieurs facteurs généraux. M. Trudeau a perdu la faveur des médias et de plus en plus, là, il y a un discours qui s'installe dans les médias traditionnels, mais aussi dans les médias sociaux, qui accélère vraiment dramatiquement ce phénomène-là, où finalement, c'est plus l'homme la situation. Et puis les mêmes personnes qui, il y a 2 ans, adoraient M. Trudeau et avaient voté pour lui, étaient favorables à ses politiques progressistes, aujourd'hui se détournent de lui comme si c'était le dernier venu. Mais c'est ça qui est étonnant, parce que Trudeau n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Il a été reporté au pouvoir. Il a à peu près la même personnalité, les mêmes idées, les mêmes politiques. Et tout d'un coup, on ne veut plus rien savoir de lui. C'est comme si l'objectif ici n'avait pas vraiment d'importance et c'était comme le narratif ou le subjectif qui prenait le dessus. Ouais, il y a une force du discours médiatique, là, du narratif, comme on dit parfois en utilisant un anglicisme barbare, qui est vraiment importante à notre époque. Il faut dire, je pense, que les médias ont toujours eu le rôle de décrire la réalité, de formuler une histoire qui est audible pour les gens. Hein. C'est le médiateur entre l'événement politique et puis la population qui en est dissociée, qui n'habite pas à Ottawa, qui n'est pas témoin des débats en chambre. Mais cet effet-là, je crois, est amplifié par la dissémination des médias dans une diversité de ressources qui, finalement, peuvent se combiner ensemble à un moment particulier pour détruire une personnalité publique complètement. Là. Mais quand même, je pense qu'objectivement, son bilan n'est vraiment pas bon. Là, j'entendais Chantal Hébert à CBC hier dire qu'il laissait le pays dans un état lamentable. Tu sais, Chantal Hébert, c'est pas une politologue des plus extrêmes, là, d'habitude. Puis d'habitude, elle est assez en faveur des libéraux. Ben, Alors, moi, je la trouve plutôt conservatrice, mais bon. Moi, je pense que l'un des talents de Chantal Hébert, c'est de donner l'impression à tout le monde qu'elle est de l'autre côté. Mais bon, effectivement, on pourrait débattre longuement sur le bilan. Est-ce qu'il est positif ou négatif de M. Trudeau? C'est pas nécessairement l'objet de ma chronique, mais il est clair que M. Trudeau a fait ce qu'il a dit. Bon, il a dit qu'il allait faire des petits déficits, il en a fait des gros. Il a dit qu'il allait en faire 3, il en a fait 10, mais ça, on peut s'attendre à ça d'un gouvernement libéral. C'est ce qu'ils font de manière habituelle. Mais en général, la politique... Il y a eu la pandémie aussi. Il y a la pandémie qui explique beaucoup, mais il y a toujours des raisons pour faire des déficits.
Mais en général, je pense que M. Trudeau a dit ce qu'il a fait, a tenu un discours qui a correspondu aux actions politiques de son gouvernement. Et on peut difficilement s'expliquer d'une certaine manière que tout d'un coup, la population canadienne le rejette aussi radicalement, si ce n'est probablement de constater l'échec de ses politiques. Donc, on pourrait dire en un certain sens que la population constate son erreur. Il a dit ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a dit. Mais finalement, c'est pas une bonne idée. C'est ça que le monde se dise. Peut-être pas. En terminant, Benjamin, un mot sur le rapport de Justin Trudeau à la diversité et la religion. Donc, c'est un premier ministre qui semblait très ouvert à tout le monde, au monde entier, à toutes les cultures. Et pourtant, on a l'impression que quand il entrait dans les questions religieuses, là, l'ouverture se rétrécissait. Ouais, ben, j'ai critiqué ton anglicisme, permets-moi de faire un emprunt. Il y a un petit côté virtue signaling dans l'approche de M. Trudeau. C'est finalement d'adopter la politique qu'on pense susceptible de plaire aux élites et aux gens qui sont du bon côté de l'histoire, finalement. Et M. Trudeau a vraiment pratiqué cette stratégie de communication en général durant son passage au pouvoir. Et l'une des choses qu'il fallait dire, c'est que la diversité, c'était toujours bon. Et évidemment, M. Trudeau, de cette posture, a adopté une politique migratoire et aussi des politiques multiculturalistes que certains ont critiquées et d'autres ont approuvées, mais qui ont eu pour conséquence une diversification importante du paysage religieux, culturel, ethnique canadien, qui a des conséquences. Et cette politique-là a un peu fait abstraction du fait que les gens qui viennent ici, ou les gens qui vivent ici, qui étaient déjà ici à la base avec un discours religieux, ben eux, finalement, en réalité, ils sont rejetés par la politique libérale de M. Trudeau, qui, en général, lorsqu'elle est mise en application, tend à favoriser un milieu, une manière de voir les choses qui est assez laïcarde, assez désintéressée des questions religieuses, athée. Donc, on t'accueille comme tu es, mais sans ton identité religieuse, si je comprends bien. Ben, tu peux l'exprimer extérieurement, mais elle ne peut pas se traduire par des politiques publiques qui servent l'intérêt de ta communauté. Est-ce que, selon toi, Pierre Poilievre aurait une autre approche? C'est une bonne question. M. Poilievre semble avoir une vision du monde qui est assez libertarienne, bien qu'il soit le chef du Parti conservateur. J'ai pas l'impression que sur la question migratoire ou sur la question du flux démographique canadien, il va y avoir une politique très différente de M. Trudeau, même s'il dit vouloir restreindre le flux migratoire, ce que M. Trudeau fait déjà maintenant qu'il a reconnu son erreur. Manifestement, par contre, pour servir une partie de la base conservatrice qui est traditionnellement plus religieuse, M. Poilievre va probablement donner un peu plus de lousse dans les politiques publiques, être moins restrictif dans l'attribution par exemple, de financement pour les groupes communautaires, pour les activités caritatives, pour le développement international, qui ont vraiment été pris d'assaut par une politique progressiste qui a beaucoup exclu d'activités religieuses dans les années au pouvoir de M. Trudeau. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Le 1er janvier dernier, Netflix sortait un nouveau documentaire, Don't Die, ou en français, L'homme qui voulait être éternel, sur la vie de Brian Johnson, un entrepreneur dépensant plus de 2 millions de dollars par année pour rajeunir et ne jamais mourir. Laurence Godin-Tremblay, ce documentaire t'a inspiré ta résolution de 2025. Tu veux devenir immortel. Mais là, dis-moi, Laurence, est-ce que tu penses vraiment arriver à tenir ta résolution cette année? En fait, Simon, à l'heure où je te parle, tout est accompli. Première fois que je tiens une résolution aussi facilement. Hein, on est juste le 9 janvier. Tu n'es pas la première à avoir tenu sa résolution jusqu'au 9 janvier. Mais ça va continuer. Ça ne va pas mourir jusque-là, c'est ça? Devant toi, Simon, se trouve un être immortel. Et si tu veux, je peux te partager mon secret pour ne jamais mourir. C'est même beaucoup moins cher que tous les produits que vend Brian Johnson sur sa page. Parce que, bon, il faut le dire, c'est plus du marketing que de la science en affaires. Mais passons. Alors, Simon, que dois-tu faire pour te rendre éternel? Ne jamais naître? Original, je le concède, mais bon, maintenant t'es né. Simon, il est bien conservé pour son âge quand même. On ne le révélera pas en ondes. Son âge vénérable. Alors, sur ce, tu n'as à rien faire parce que tu es déjà immortel. Vous êtes déjà immortel, je vous l'annonce. Bon, peut-être que certains se disent que je n'ai pas encore retrouvé mes esprits depuis le temps des fêtes, trop de vin et trop de bébés malades, trop de tortillères et pas assez de sommeil. C'est pourtant évident, me diras-tu, Simon, que tu vas mourir un jour. Ça se voit que tu vieillis, hein? Les cheveux blancs commencent, la mémoire décline, même que tu textes comme un vieux boomer. La vieille cravate. La vieille cravate. Et bien sûr, tu pourrais me renvoyer la balle. Hein? Mais être immortel, c'est pas être toujours à la mode, là, quand même. Non, c'est vrai, ça. Mais en plus, tu peux me renvoyer la balle parce que je peux pas nier que je vieillis quand j'ai peur de m'uriner dessus à chaque fois que je tousse un peu trop fort, effet collatéral de la douce naissance de mes 3 enfants, que je salue d'ailleurs. Bon. Je comprends, Simon, tes arguments, le corps dépérit, mais ça, c'est le corps, justement. Et que veux-tu? Le corps, il a une date de péremption.
On peut bien faire comme Brian Johnson pour tenter de le conserver le plus longtemps possible, manger équilibré, dormir 8 heures par jour, s'activer, ou, pour les plus motivés comme lui, ingurgiter 120 pilules par jour et échanger 1 litre de plasma avec son fils dans une clinique privée en Amérique du Sud. Il fait ça, lui. Oui, mais il y a plus d'argent que nous. Du plasma? Oui, du plasma, en tout cas. C'est toute une histoire. Je préfère mon trio McDouble. C'est ça. Alors, beaucoup d'efforts et de temps pour aboutir au même résultat, riche ou pauvre, en santé ou malade, on est tous égaux devant la mort. Benjamin, j'ai l'impression qu'il essaie de mourir plus vite, lui, des fois. Oui, c'est ça. Moi, c'est Il y a une perspective terrifiante pour moi que Vous celle de cet échangez 1 homme. litre de plasma. Bon, alors, où est la solution? L'âme, Simon, l'âme, c'est elle qui est immortelle, pas le corps. Mais là, j'imagine déjà nos auditeurs prêts à changer de poste, pas une autre fanatique religieuse. Même Brian Johnson décrocherait s'il m'entendait. Ancien mormon, il en a soupé de l'après-vie. Et moi, suis-je donc une autre mormone? Non, je ne suis pas mormone, mais seulement ben moronne de temps en temps. Bon, là, je sais, c'est le meilleur jeu de mots des verbomoteurs de 2025 et je mets au défi Antoine Malenfant de surpasser cette finesse d'esprit. Mais alors, admettons par hypothèse que l'âme subsiste après le corps, on fait quoi en attendant? On se laisse aller, hein, comme... Moi, je ne veux pas nommer personne. Cigarette, Big Mac, nuit blanche, pourquoi prendre soin de son corps si le résultat, au bout du compte, est le même? C'est là que le message de Brian Johnson, si on applique un peu de charité herméneutique, comporte une part de vérité. C'est clair qu'il ne faut pas se négliger soi-même, et certes, il faut honorer cette vie et même en jouir. Sauf que pas sûr que la meilleure façon de le faire, ce soit d'ingurgiter 120 pilules puis de se coucher à 8h30 tous les soirs. Johnson lui-même le remarque. Il dit « Toutes les études soulignent que l'amitié et les relations augmentent l'espérance de vie. Mais personne, au paradoxe, ne veut partager son mode de vie psychorigide. Oups. Il y a de la misère à se faire une blonde, autrement dit. Bon, soulignons tout de même une autre qualité de Johnson, parce qu'il faut être positif dans cette émission, hein, Simon, l'espérance, l'espérance, l'espérance. Alors, autre qualité de notre bonhomme, son désir de vivre toujours, d'exister toujours, d'aimer toujours. Un grand désir. Un désir naturel, ça, de vouloir vivre à fond et que ça prenne jamais fin. Exactement, oui. Simon. Alors, selon C.S. Lewis, intellectuel britannique, puis bon, auteur de Narnia, là, pour le replacer, alors ce désir naturel, comme tu dis, que tous portent, est le signe même de notre immortalité. Alors, il dit... Les créatures ne naissent pas avec un désir à moins que la satisfaction de ce désir existe. Un nourrisson ressent la faim? Eh bien, il existe une telle chose que la nourriture. Un caneton veut nager? Eh bien, il existe de l'eau. L'être humain ressent des désirs sexuels? Eh bien, il existe le sexe. Si je retrouve en moi un désir qu'aucune expérience dans le monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été faite pour un autre monde. Bon, évidemment, ça ne signifie pas que tout désir comporte un objet. Moi, Simon, là, j'aimerais ça vivre dans un pays enneigé, mais où il fait chaud. Bon, impossible. J'aimerais ça continuer de travailler pour vous, mais j'aimerais ça aussi être riche. Mais il y a le bar à parc au village vacances Valcartier. Ah, ben merci de ça. Tu vois, ce désir-là, finalement, trouve un objet. Il y en a plus qu'on pense. Non, moi, je concède que tous les désirs n'ont pas leur objet, mais c'est ceux naturels dont nous parle C.S. Lewis. Les désirs que tout être humain trouve en lui dès l'origine. Si c'était le contraire, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas d'objet, la vie serait absurde, comme le pensait Camus. Bon, je vous ai pas convaincu, c'est normal, c'est un édito de 5 minutes, laissez-moi une chance. Mais faites-en votre résolution de 2025, devant votre désir de vivre pour toujours et la mort pourtant inéluctable. Que choisirez-vous? Quelle sera votre réponse? Trouvez-le en 2025. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse immortelle pour leverbe.com. Merci beaucoup. Merci, Simon. À plusieurs reprises ces dernières semaines, le président élu Donald Trump a suggéré que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Blague provocatrice, stratégie politique, rêve économique. Notre question de discussion choisie par James Langlois cette semaine, l'unification des pays est-elle souhaitable? James, ta question est intéressante parce que souvent au Québec, au Canada, on parle plus souvent de séparation des pays que d'unification. Oui. Est-ce qu'un ou l'autre est meilleur selon toi? Bien, souvent, quand on veut séparer, c'est des fois pour mieux unifier aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on unifie les mêmes choses. On peut vouloir s'unifier soi-même, se séparer d'une personne pour mieux s'unifier soi-même, réunir les parties de soi qui sont perdues dans une autre personne. On peut le voir aussi pour les pays. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut séparer 2 pays pour qu'ils se respectent mieux soi-même, eux-mêmes, dans leur propre culture ou identité. Donc, moi, non, je pense que en général, l'unification des pays n'est jamais bonne, bien que peut-être pour des côtés pratiques, elle puisse être souhaitable. Mais je dis ça parce que
Ultimement, il y a ce fameux récit de la tour de Babel hein, qu'on retrouve dans la Bible qui nous rappelle un peu que l'homme par lui-même a une espèce de désir de toute puissance et on dirait que souvent il y a cette tentation-là qui semble un peu présente chez Trump là, de vouloir, puis chez d'autres personnalités politiques dans le monde, qui vouloir prendre de l'expansion, de vouloir tout réunir pour posséder de plus en plus large, de pouvoir contrôler de plus en plus large. Une seule langue, un seul État, une seule culture. Exactement. C'est une forme d'impérialisme, moi, je trouve, qui est condamnable. Mais est-ce que Un seul anneau. Je sais, James, là, tu référais à la Bible, je pense au catholicisme ici. Catholique veut dire universel. Il y a un peu ça dans l'Église catholique. Une seule Église, une seule foi, roi. un seul pasteur, tout le monde avec le Saint-Père. Il y a même dans la tradition de l'Église, anciennement, là, notamment lorsqu'on on parle de l'époque où, par exemple, Constantin régnait sur l'Empire romain lorsqu'il s'est converti, l'idée qu'il était souhaitable, en un sens, que la paix règne entre les nations et que ces nations-là soient réunies par un seul chef temporel. Un empereur. C'est une institution qui a existé en Occident jusqu'au 19e siècle, là, jusqu'à la fin du Saint-Empire romain germanique. Mais c'est pas parce qu'il y a une forme d'autonomie ou d'indépendance qu'il n'y a pas aussi une forme de cohésion qui peut être amenée de différentes manières. Puis en ce sens-là, bien, on parle de la tradition catholique, mais il y a toute cette image du corps aussi. Tu sais, chaque partie a sa propre fonction, ses propres rôles, là, mais en même temps, on forme un corps, donc il y a une totalité, il y a un tout qui est formé et chaque partie a ses fonctions propres. Là, je pense qu'on peut tenir les deux On peut ne pas confondre unité et uniformité. Si je reprends ton analogie du corps, chaque membre est unique avec une fonction différente, mais travaille ensemble. Ou fusion, même. Donc, au niveau des nations, il y aurait différentes cultures, mais une entraide internationale. Bien, l'Union européenne ressemble un peu à ça, d'une certaine manière. Je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur modèle, là, mais chaque pays en Europe est quand même une certaine indépendance, une certaine identité propre, un certain fonctionnement interne, mais qui regroupe des intérêts plus larges avec d'autres pays. Laurence, qu'est-ce que la suggestion de Donald Trump t'a fait penser? C'est sûr que j'ai trouvé ça particulier. J'apprécie l'humour, mais j'espère que c'est de l'humour. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que c'est plus de l'humour à ce stade-ci. il y a peut-être un peu de tout ça, mais il y a aussi le fait... si je parle d'un autre principe, c'est Aristote nous dit que c'est quand même important qu'il y ait une forme d'amitié pour que les gens cherchent le bien commun ensemble. Là. Puis quand on se sent pas lié avec les autres citoyens, quand le pays est trop vaste, quand le pays est trop nombreux, quand les cultures sont trop différentes, c'est difficile ensuite de se soucier les uns des autres et d'aller dans la même direction. Là. Je ne veux pas faire de polémique, mais c'est peut-être plus vrai entre le Québec et les États-Unis qu'entre le Canada, majoritairement anglophone, et les États-Unis, ce que tu dis là? J'osais pas aller là, mais effectivement, c'est sûr que comme Québécois, on a envie de dire allez-y, prenez le Canada, mais nous, ça a beaucoup donné de force au discours indépendantiste. Là. Paradoxalement, cette déclaration-là de Trump, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont vu ça comme le signe qu'on était fondamentalement distincts et que pour nous, c'était intéressant de se rendre Tu dis ça, mais ça va être intéressant. Ça pourrait, au contraire, unifier le Canada et nuire au mouvement indépendantiste parce que quand on est attaqué, des fois, on se resserre les coudes. On voit tous les premiers ministres des provinces en ce moment qui se parlent de plus en plus pour s'allier contre Donald Trump. C'est vrai, c'est intéressant. Ben, des sensibilités nationalistes québécoises pourraient dire que d'un empire, d'être soumis à un empire ou être soumis à l'autre, finalement, il n'y a pas grande différence. J'ai l'impression que même du point de vue d'un nationaliste québécois, le Canada aurait été un contexte beaucoup plus favorable à la protection de l'identité canadienne-française que l'aurait été les États-Unis. En témoigne à cet égard le sort des francophones qui ont immigré là-bas ou qui y ont toujours été. Maintenant, ben, comme on disait plus tôt, je pense que le désir d'unité entre les peuples, on parlait du fait qu'un désir traduit quelque chose de bon. Là. Il y a un objet qu'on peut aller chercher. Il est universel. Il a toujours été porté là, par des hommes. L'idéal d'empire, l'idéal d'unification des nations a toujours existé dans une forme ou une autre. Mais une sensibilité similaire, là, celle de la pulsion de domination, en est finalement le corollaire. Puis ce qui est difficile, finalement, c'est de rechercher une forme d'unité ou de coopération qui n'est pas blessée ou entachée. C'est pas une domination. C'est ça, par cette pulsion dominatrice, qui est manifestement la motivation de M. Trump lorsqu'il dit qu'il veut soumettre le Canada aux États-Unis par le pouvoir économique, envahir le Groenland. Et puis... Mais bon, pour quelle raison il dit toutes ces choses-là? M. Trump a dit toutes sortes de sottises dans sa carrière politique. J'ai eu l'occasion de le dire à Laurence dans des chroniques précédentes. Et puis, j'ai pas l'impression qu'on devrait s'inquiéter particulièrement sérieusement de ce qu'il dit en ce moment. Il nous reste une minute, James. Je pense que c'est vrai ce que tu dis, le désir d'unification a toujours été partagé, mais là où il devient problématique, c'est quand ce désir-là est imposé à d'autres et là,
on s'adjoint des réalités. On annexe. Oui, c'est ça. On annexe des réalités qui ne voulaient pas l'être. Donc, quand c'est pas fait comme un accord, c'est ça qui est problématique. Il y a aussi peut-être le but. On sent ici que le but, bon, il parle un peu de sécurité, mais c'est surtout économique. Une société matérialiste, consumériste, dit, ben, dans le fond, ça produirait plus de richesse et de croissance économique s'il n'y avait pas de frontières. Mais ici, il n'y a pas d'autres enjeux, comme Laurence parlait d'amitié, on pourrait penser à la culture. Il y a d'autres richesses dans un pays que simplement la croissance économique. Ah, je pense même qu'elles sont plus importantes que la croissance économique. Merci à vous trois. C'est tout le temps qu'on avait là, cette semaine pour la discussion, mais la discussion peut se poursuivre évidemment sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur à commercial, le-verbe.com. Côté culture, James, il y a une nouvelle série sortie sur la plateforme Netflix qui met en image le roman 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est bien ça? Oui, je pense que c'est la première tentative de mettre ce roman-là en image. Et puis, les critiques disent que c'est la meilleure production que Netflix aurait fait jusqu'à maintenant. Je l'ai regardé. Moi, j'ai jamais lu le roman de Gabriel Garcia Marquez et ça m'a donné envie de lire parce que c'est une œuvre très dense, en tout cas, qui semble-t-il, qui ont bien réussi à ramasser, là. Mais ça parle vraiment de la condition humaine de différentes manières et on est surpris parce qu'à chaque épisode, on pense que le récit nous amène à cet endroit-là et là, non, ça s'en va ailleurs. Et puis, c'est vraiment très bien fait. Honnêtement, c'est très beau. Mais attention, il y a un peu de violence. C'est quand même des scènes de sexualité. Mais c'est vraiment... Et ça nous plonge dans quel univers, époque ou pays? Ben, je dirais, tu sais, Amérique latine, là, du début tu sais, fin 19e siècle, à peu près. Là. Mais en même temps, ça se veut une œuvre qu'on appelle réaliste magique. Donc, c'est quand même une portion un peu fictive où inventé, puis il se passe des choses presque surnaturelles, mais qui sont pas vraies. Là. Ça fait pas l'ensemble de l'œuvre, mais c'est quand même présent. Donc, des fois, ça peut être surprenant. Merci, James. Donc, ça s'appelle 100 ans de solitude. C'est disponible depuis le 11 décembre dernier sur la plateforme Netflix et c'est en 8 épisodes, cette mini-série. Côté musique, on se laisse cette semaine sur la chanson Yeah de Velours. Velours, c'est tiré de son album Quand je pleure, je suis content, apparaître le 31 janvier prochain. Je remercie Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.